Lorsque nous prenons la route pour rejoindre le sud du Liban, sur le chemin, de part et d'autre, des commerces ont baissé leurs rideaux. À proximité, d'immenses cratères laissés après les derniers bombardements, des voitures sont retournées sur le bas-côté. Nous découvrons la ville de Tyr, située à tout juste 20 km de la frontière avec Israël. Tout au long du trajet, aux côtés des drapeaux libanais, flottent des drapeaux jaunes et verts, ceux du Hezbollah. Le mouvement dont la branche armée est classée comme organisation terroriste par l'Union européenne et qui est massivement visée par Israël depuis une dizaine de jours. Sur la route, nous croisons ce volontaire, téléphone collé à l'oreille. Il fait partie de la défense civile. Il vient d'être appelé pour une intervention d'urgence à quelques kilomètres à peine. Allez, on va à la zone industrielle où il y a eu un bombardement hier. Avec son unité, il doit se rendre là où un immeuble d'habitation de 5 étages s'est effondré la veille après une frappe aérienne. Tu mets le drapeau de la sécurité civile dessus. On y va vite. Sur place, à côté des gravats, Nasser, lui aussi membre de cette équipe de secours, s'inquiète. Il nous dit qu'une partie de sa famille se trouve sous les décombres. Sa nièce de 28 ans et sa sœur de 61 ans. Elles venaient de fuir leur village au sud pour trouver refuge ici. Oui, on les cherche. Elles vivent ici, elles louent une maison ici. Pourquoi ? Parce que leur maison qu'elles possédaient dans le village à côté de la frontière, les Israéliens l'ont détruite. Dans ce quartier de Tyr, Nasser, qui se présente comme un soutien affiché du Hezbollah, nous assure qu'il n'y a que des populations civiles. Are there Hezbollah setups around here? Non. Not that you know. Tout le monde sait où est le Hezbollah. Le Hezbollah, il est vers la frontière, en face d'Israël. Pas au milieu des maisons, pas dans les immeubles. Des affirmations invérifiables. Soudain, pendant notre tournage, un bruit sourd retentit. Les fouilles sont interrompues. Ça tire encore ici. Yeah, we can hear the bombing right now. Oui, c'est juste derrière. Et c'est encore la même chose, encore des civils visés. Tsahal qui a annoncé qu'en 24 heures, son aviation avait attaqué 75 objectifs militaires du Hezbollah dans le sud du Liban. Un bras de fer sans pitié entre Israël et l'organisation. Et une escalade de violence qui a débuté 10 jours plus tôt avec une attaque technologique sans précédent. Il est 15h30, mardi 17 septembre, lorsque d'un seul coup, aux 4 coins du pays, les beepers des cadres dirigeants du Hezbollah explosent simultanément après avoir reçu un message selon plusieurs témoins. Il s'agit d'appareils très sommaires de communication comme celui-ci, utilisés uniquement pour recevoir des messages. Que s'est-il passé? Comment de telles déflagrations ont-elles pu se produire? La sophistication de l'attaque laisse penser à une opération préparée de longue date, minutieusement organisée. Et le bilan est lourd, au moins 12 morts et près de 2800 blessés. Les hôpitaux sont pris d'assaut. Pour renforcer la sécurité par crainte de nouvelles explosions, des soldats se déploient ici devant l'hôpital américain universitaire, le plus grand de la ville. Et devant les portes du bâtiment, la foule se presse ce matin-là. Il y a beaucoup de monde devant l'entrée, ce sont des personnes qui viennent voir leurs proches qui sont pris en charge à l'hôpital. Il y aurait plus de 200 blessés des attaques des beepers et des talkie-walkie dans cet hôpital, essentiellement des membres du Hezbollah. Stupeur et colère devant ce mode opératoire inédit et l'ampleur du nombre de victimes.
Ce responsable des urgences était en première ligne lors de l'afflux de blessés. Ce qui est particulier dans les blessures causées par l'explosion d'un beeper qu'on tient dans sa main ou qu'on a dans sa poche. Ce qui est particulier, c'est la main délabrée, ou les deux mains délabrées, et c'est les yeux, un œil ou les deux yeux quand même complètement atteints avec des plaies délabrantes au niveau facial. On n'a pas eu de gens quand même atteints dans leur, si vous voulez, membres supérieurs, les épaules, ou le thorax, ou le ventre, ou les jambes et pieds. 80 personnes sont alors soignées ici en urgence. Donc les beepers, quand il explose, il ne blesse que la personne qui l'a sur lui ou qui l'a... C'est rare qu'il blesse à côté, sauf si vraiment il était de proximité. Mais s'il blesse à côté, il ne fait pas beaucoup de choses, enfin, pas beaucoup. Donc on peut dire que c'est une attaque ciblée? C'est une attaque ciblée. 2 enfants ont aussi été pris en charge dans cet hôpital, victimes collatérales de l'attaque. Mais l'immense majorité des blessés sont des hommes jeunes. Hadi, 32 ans, fait partie des victimes. Il a accepté de témoigner et nous reçoit dans sa chambre d'hôpital, les mains bandées, blessé aussi au niveau du front et des yeux. À ses côtés, ses parents, sa femme et un autre membre du Hezbollah qui surveille chacune de nos images et de nos questions. Hadi affirme avoir rejoint les rangs de l'organisation il y a 3 ans, mais prétend n'être en son sein qu'un simple formateur sportif. Le jour de l'attaque, j'étais au travail, mon beeper a sonné, alors j'ai voulu le regarder. J'étais étonné parce que je l'avais mis en mode silencieux, et pourtant il sonnait. Et là, j'ai vu mon beeper exploser dans ma main. J'ai vu le souffle de l'explosion. Ça m'a blessé les mains et les yeux. Je ne pouvais plus rien voir. J'ai appelé à l'aide. Mais autour de moi, il y avait beaucoup d'autres blessés. Pourquoi est-ce que vous utilisiez un beeper et pas un smartphone, un téléphone? Le téléphone est risqué pour nous. C'est le moyen le plus simple pour nous localiser et nous suivre. Ça nous expose. Si vous voulez préparer quelque chose sans que personne ne le sache, vous le faites en secret. Eh bien, c'est ce qu'on fait au Hezbollah. On communique en secret pour ne pas être exposé. Car comme le confirme cet homme, les membres du Hezbollah s'étaient récemment équipés de ces beepers, appelés aussi pagers. Des petits appareils identiques à celui-ci que l'on voit dans ce clip promotionnel, censés renforcer la sécurité de leurs échanges. Car contrairement au téléphone, ces pagers ne sont pas géolocalisables et ne peuvent pas être mis sur écoute. En février 2024, consigne est même donnée de manière publique par le chef du Hezbollah lui-même de ne plus utiliser les téléphones portables. بهالمرحلة خصوصا المقاتلين المقاومين هن وعائلاتهم يستغنوا عن الخليوي عطلوا يا خيي ادفنوا حطوا صندوق حديد وقفل عليه معلش جمعة جمعتين شهر 2 الله أعلم هاي القصة قد ايه بتطول من أجل سلامة وأمن وحفظ دماء وكرامات الناس. Cette consigne, c'est précisément ce qu'attendait l'État hébreu. Une stratégie mûrement élaborée, comme un coup de billard à plusieurs bandes. Le premier coup, c'est de se dire, on va mettre la pression sur les communications téléphoniques et ça va nous servir. Mais la deuxième salve, c'était de les pousser, les inciter à ne se servir que d'un certain nombre d'appareils très rustiques de communication qu'ils leur fourniraient eux-mêmes. Et c'est cette opération qui a été montée depuis au minimum 2 ans. À qui le Hezbollah a-t-il passé commande? Qui a fabriqué ces beepers? Sur ce débris d'un des beepers détruits, on distingue ici la mention Gold. Il s'agit de la marque Gold Apollo, une société située à Taïwan. Très vite après l'attaque, le directeur de l'entreprise est assailli par la presse internationale et il cherche à se dédouaner. Ce produit n'appartient pas à notre entreprise. La chose que vous avez trouvée n'est pas notre produit. Êtes-vous sûr à 100% que le produit n'est pas fabriqué à Taïwan? 100% sûr. Ce n'est pas votre entreprise? Non, ce n'est pas le cas. Alors, qui les a fabriqués? Ces appareils auraient en tout cas été vendus par une entreprise hongroise.
En fait, selon ce spécialiste, il s'agirait d'une société écran, vraisemblablement créée par le Mossad. Cette société écran, qui s'appelle BAC, en Hongrie, est une société d'import-export qui fait intermédiaire entre les fabricants de pagers et les acheteurs de pagers. C'est assez discret, c'est une boîte postale et elle a plusieurs intermédiaires. Et ils ont proposé leurs services depuis début 2022 au Hezbollah. Ils ont commencé à leur vendre des pagers. Par où ces commandes de pagers ont-elles ensuite transité? Et surtout, à quel moment les appareils ont-ils été piégés? Une telle opération suppose une logistique ultra complexe. On parle de 5000 pagers minimum. Ça a nécessité certainement une logistique importante, plusieurs agents qui ont probablement dans un hangar, dans un entrepôt, on ne sait pas où, pris le temps nécessaire d'ouvrir chacun des cartons, ouvrir chacun des pagers et de poser les quelques grammes d'explosifs très puissants sans qu'on puisse s'en rendre compte. Quelques grammes d'explosifs disposés près de la batterie qui entraînent la déflagration après la réception d'un message précis. En quelques secondes, mais après des mois de préparation, l'opération décime les rangs du Hezbollah. Et ce n'est qu'un début. Le lendemain, mardi 18 septembre, alors que la population assiste ici aux funérailles de 4 membres du Hezbollah, une nouvelle détonation se produit. Une explosion, cette fois celle de leur talkie-walkie, ces appareils de transmission comme celui sur cette photo, désormais éventrés. Immédiatement, la panique s'empare de la foule. Une attaque au beeper et au talkie-walkie comme un prélude. Car 3 jours après ces explosions, l'offensive israélienne gagne encore en intensité. Vendredi 20 septembre, 4 frappes aériennes touchent un immeuble situé dans la banlieue de Beyrouth, fief du Hezbollah. Le bilan s'élèverait à près de 45 morts. Au lendemain de ces frappes, notre équipe est autorisée avec d'autres journalistes à se rendre sur les lieux de l'attaque. Bon, là, il y a quand même une bonne centaine, 150 journalistes. On est tous regroupés, on n'a pas le droit de filmer sur les côtés. On doit suivre le mouvement donné par les membres du Hezbollah et en direction du lieu d'attaque. Notre équipe avance au cœur du quartier d'Aïe, fief du Hezbollah, escorté par des hommes en armes de l'organisation. Là, ils nous font passer vraiment au milieu des décombres. Le but, c'est de vous montrer l'ampleur de la destruction. Donc, on voit bien les voitures très détruites par l'explosion. Les immeubles juste ici qui sont complètement soufflés. L'idée, évidemment, c'est de nous permettre de rendre compte des dégâts causés par la frappe aérienne israélienne. Des soldats libanais sont présents mais semblent passifs. Ici, c'est le Hezbollah qui fait la loi. Un périmètre de sécurité est établi et ce sont des membres de l'organisation qui décident qui peut entrer ou non dans la zone. La population civile est tenue à l'écart car les recherches de victimes se poursuivent sous les décombres. Donc là, on arrive sur le lieu que les membres du Hezbollah nous présentent comme étant le lieu de la frappe aérienne qui a détruit cet immeuble que l'on voit juste ici. On est escorté par des combattants du Hezbollah, armes à la main, également par des soldats de l'armée libanaise. Beaucoup de confusion ici, mais regardez autour de moi, surtout beaucoup de journalistes qui sont venus filmer le lieu de l'explosion. Même si vous le voyez, il semble très difficile pour nous de travailler. Sans cesse, des hommes du Hezbollah bousculent les journalistes. Nous sommes obligés ici de baisser la caméra. Leur crainte, que certaines images renseignent leur ennemi. Donc là, les règles sont très strictes. On n'a absolument pas le droit de parler aux gens qui sont là, ni aux secouristes, ni aux soldats, ni aux civils qui sont venus voir ce qui se passait. On a 10 minutes ici pour filmer uniquement le lieu d'explosion et rien d'autre. Car les personnes visées par ces frappes n'étaient pas n'importe qui. En ligne de mire de l'État hébreu, des membres de l'unité d'élite du Hezbollah qui tenaient une réunion. Ibrahim Akil, numéro 3 de l'organisation, s'ajoute désormais à la liste des cibles tuées par Israël. Dans un organigramme mis à jour régulièrement et diffusé comme un outil de propagande, Tsahal s'empresse de montrer que l'étau se resserre autour des leaders du mouvement. Bataille des images de part et d'autre. Au lendemain de cette frappe, le Hezbollah organise dans son fief de la banlieue sud les funérailles de 3 de ses combattants tués la veille.
des hommes considérés ici comme des martyrs. Nous sommes autorisés à filmer la cérémonie. Des obsèques en grande pompe pour montrer à l'État hébreu que l'organisation chiite n'a pas peur et se tient prête à riposter. Un ton belliqueux à l'égard de l'État hébreu et une soumission revendiquée par la foule au chef du Hezbollah. Notre leader Hassan Nasrallah, on peut compter sur lui pour assurer notre vie et celle de nos enfants. Où qu'il aille, on sera derrière lui. Il ordonne et nous le suivons. S'il nous demande d'aller en enfer ou au paradis, on ira avec lui. De nombreux portraits du leader du Hezbollah ornent les murs. Et partout, des drapeaux de l'organisation flottent au vent. Symbole à la fois religieux et guerrier, son emblème représente un bras tendu, serrant le poing autour d'un fusil en verre, couleur de l'islam. Le Hezbollah, littéralement le parti de Dieu, véritable État dans l'État, le mouvement chiite régit aujourd'hui des pans entiers de la société libanaise. Sa branche armée est considérée comme une organisation terroriste par l'Union européenne. Et dès sa création en 1982, pour contrer l'invasion israélienne du Liban, le Hezbollah affiche son objectif. Quasiment la première ligne de la charte politique du Hezbollah, c'est la fin de l'État d'Israël. Le Hezbollah a eu plusieurs façons de s'opposer à Israël ou aux alliés d'Israël. Les années 80, ce sont des années d'attentats, parfois très très loin. Il y a un attentat notamment dans le quartier de l'Opéra à Paris. Dans les années 90, c'est à Buenos Aires que le Hezbollah commet un attentat sanglant. Et puis au fur et à mesure, le Hezbollah s'institutionnalise. Et se renforce militairement. Son leader, Hassan Nasrallah, est à la tête d'une véritable armée de combattants bien entraînés, comme il cherche à le montrer sur ses vidéos de propagande à la musique hollywoodienne. Et l'organisation dispose d'un puissant arsenal financé par l'Iran. Drones, blindés, roquettes. On a vu toutes sortes de projectiles partir du Liban. Oui, il y a les Katyusha, c'est-à-dire vraiment des roquettes faciles à envoyer qui ne sont pas très précises. Le missile Kadir qui a visé le siège du Mossad ces derniers jours, c'est autre chose. Il faut certes l'amener d'Iran ou de Syrie, mais il faut aussi avoir la technicité, la formation pour pouvoir l'envoyer. La technicité, c'est aussi la rampe de lancement, c'est pas un lance-pierre ou certaines choses très artisanales qu'on a pu voir avec le Hamas. Un ennemi héréditaire, avec une stratégie de harcèlement permanent de l'État hébreu. Depuis un an, le Hezbollah multiplie les tirs de roquettes en direction d'Israël. Des frappes souvent interceptées grâce au dôme de fer, mais pas toujours. Depuis le début de la guerre, le 7 octobre, le Hezbollah a envoyé plus de 9000 roquettes et drones. Rien que la semaine dernière, il en a tiré 700. Les forces de défense ont mené des opérations pour empêcher ces attaques, pour frapper les lanceurs de missiles avant qu'ils ne puissent frapper Israël. Stock de munitions, zone de tir de roquettes. Israël ne laisse aucun répit au Hezbollah. Au fil des heures, Tsahal intensifie ses raids et riposte désormais avec des bombardements de grande ampleur. En 4 jours, l'armée israélienne frappe à 623 reprises le sol libanais. Comme ici, à Akibia. Ce vendredi, les missiles de l'État hébreu atteignent même le quartier général du Hezbollah à Beyrouth. Mais les tirs de Tsahal atteignent-ils toujours leurs objectifs? Aux abords de la capitale libanaise,
À 20 minutes au sud de Beyrouth, tout proche de l'autoroute, il ne reste rien ou presque de ce bâtiment. Le propriétaire vient constater les dégâts. Comme vous le voyez, hier à minuit, une roquette a frappé cet immeuble civil. Il s'agit d'un garage de 300 mètres carrés qui répare les voitures. Je ne sais pas qui a donné l'information aux Israéliens que c'était un dépôt d'armes. Ils l'ont frappé plus fort qu'ailleurs parce qu'ils pensaient qu'il y avait des choses en sous-sol. Je pense que l'ennemi israélien a terminé avec les cibles du Hezbollah et commence maintenant à frapper les civils. Ici, aucune victime à déplorer. Pourtant, l'offensive israélienne est meurtrière. 495 morts, rien que pour la journée de mardi. Au point d'attiser un sentiment d'union nationale, l'imam de la mosquée voisine, qui appartient à une branche de l'islam différente de celle du Hezbollah, vient haranguer les voisins et sa communauté sur les réseaux sociaux. On va protéger le Liban, on va protéger notre terre, notre honneur, d'une seule ou de 1000 frappes. Dieu est avec nous, on est un peuple vainqueur, on ne craint pas la mort. Des frappes qui entraînent un exode massif sur les routes libanaises. Depuis le début des bombardements israéliens, selon le gouvernement libanais, au moins 500 000 habitants du pays ont fui vers le nord.